Rebonjour à toutes et tous et merci d'être restés jusqu'à cette troisième table ronde intitulée « Pensée des Jeux Olympiques et Paralympiques durables, une urgente nécessité, point d'interrogation ». Donc c'est une question générale que l'on va essayer de traiter ensemble dans l'heure et demie qui nous est allouée. Alors avant cela, j'aimerais quand même vous faire un petit cadrage, non pas sur la durabilité, mais revenir à l'essentiel, c'est-à-dire revenir sur ce que sont les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est-à-dire des méga événements. Et qu'est-ce que sont les événements? Alors, on a plein de définitions en fonction des disciplines. En géographie, puisque je suis géographe, comme vous le savez, depuis hier à présent, en géographie, un événement est un espace-temps planifié et éphémère, par définition circonscrit à un espace dédié et inscrit dans une temporalité spécifique qui contraste avec l'ordinaire du quotidien. Et en ce sens, un événement suppose donc une discontinuité spatio-temporelle qui peut parfois être vécue comme une rupture. Si l'importance du festif ou des rites collectifs n'est pas spécifique à l'époque contemporaine, on parle depuis plusieurs décennies d'un tournant événementiel des sociétés et des territoires. Ce tournant s'amorce dans les années 70 au moment de l'entrée en crise des économies avancées et se développe rapidement à partir des années 90 ou 90, comme on dit en Suisse. Ce tournant événementiel des sociétés est dû à plusieurs facteurs. Je ne vais pas tous les nommer, je vous en résume un certain nombre, 5 pour être exact. Premier facteur, une mobilité croissante des personnes articulée au développement touristique. Deuxième facteur, c'est une réduction du temps de travail et une augmentation du nombre de retraités. Troisième facteur, la montée en puissance des médias, en même temps que la généralisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication et l'avènement des réseaux sociaux qui favorisent la circulation des images, des imaginaires et de cette économie de la festivité. Quatrième facteur, la fin libératrice de la guerre froide qui multiplie les événements, y compris les méga événements. Et dernier facteur, la crise et la mutation des systèmes productifs hérités des anciennes révolutions industrielles et le trop-plein de capitaux, de main-d'œuvre et d'espace qui en a résulté, qui ont été réemployés, parfois de façon opportuniste, voire providentielle, dans l'industrie du divertissement de laquelle dépendent les grands événements dont font partie les Jeux Olympiques et Paralympiques. Alors, ce tournant événementiel des sociétés et des territoires contemporains est ainsi le fruit de politiques économiques et de politiques d'aménagement volontaristes et non un phénomène spontané ou naturel. Par conséquent, contrairement aux périodes prémodernes, l'événement contemporain constitue un nouveau facteur de production d'espace et de production d'urbanité et traduit une nouvelle manière d'aménager les territoires, en particulier les territoires urbains, mais pas seulement, on l'a vu avec les Jeux Olympiques d'hiver, par exemple. C'est ainsi, dans ce sens, en particulier, qu'ils interrogent la notion de durabilité qui fait l'objet de cette table ronde. Alors, la durabilité d'un événement, la question de son impact sur l'environnement, également ses effets sociaux, sont devenus des enjeux majeurs dans l'organisation des méga événements sportifs et en particulier des Jeux Olympiques et Paralympiques. Ces questions sont au cœur des débats citoyens et des débats politiques. Alors souvent, ces questions restent parfois incantatoires. Où sont les études à moyen et long terme sur les effets environnementaux et sociaux des Jeux Olympiques et Paralympiques? Vous savez que le CIO a par exemple renoncé aux études d'impact qu'ils ont remplacées par des études beaucoup plus, on va dire, beaucoup moins formalisées avec les Legacy Framework. Comment rendre compatible l'incommensurable incompatibilité des échelles de temps et d'espace entre les événements et la durabilité qui se pensent sur des niveaux beaucoup plus longs. Donc pour répondre à ces questions très générales et discuter avec vous, nous avons 4 spécialistes qui sont issus du monde académique, du monde politique et puis du monde de l'administration. Nous avons Carmen De Jong, qui est géographe, professeur en hydrologie à la faculté de géographie et d'aménagement de l'Université de Strasbourg, donc du coup de la maison qui nous héberge aujourd'hui, membre du laboratoire
Images, ville et environnement. Vous avez réalisé une thèse de doctorat à l'Université libre de Berlin sur le transport des sédiments et la dynamique des lits de rivière dans les Rocheuses et dans les Alpes. Vous êtes donc une spécialiste de l'environnement essentiellement et plus spécifiquement de l'hydrologie. Vous avez été professeur au pôle montagne à l'Université de Savoie de 2006 à 2015 avant de rejoindre votre poste ici à Genève, où vous travaillez actuellement, entre autres, sur les enjeux de durabilité des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver. Nous avons également Ludovic Huck, qui est directeur des sports à la ville et à l'Eurométropole de Strasbourg depuis 2023, l'an passé. Vous êtes diplômé de l'Institut d'études politiques de Strasbourg, puis d'un DESS en sport, tourisme et loisirs à l'Université des sciences et technologies de Lille 1. Entre-temps, elle a changé de nom. Avant vos fonctions actuelles, vous étiez chargé de mission aménagement et développement base de plein air et de loisirs au Conseil régional d'Île-de-France, puis chargé d'affaires, équipements sportifs et socio-éducatifs au Conseil départemental du Bas-Rhin. Sur ma gauche, Clément Lopez, sociologue des politiques sportives, docteur de la faculté des sciences du sport de l'Université de Paris-Saclay, où vous avez également effectué un ATER. Vous êtes actuellement chef de projet études d'impact et évaluation des Jeux olympiques et paralympiques 2024 au Conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Avant cela, vous avez eu de nombreuses expériences professionnelles dans le monde académique, mais aussi en fédération, et vous avez été à ce titre chargé d'études, équipement et développement territorial à la Fédération française de hockey sur glace. Jean-Paul Aumeyer, qui est complètement à la gauche de la table, administrateur du comité régional olympique et sportif du Grand Est depuis 2022. Alors, je me suis permis de résumer votre impressionnant CV avec 4 points essentiels, mais vous pourrez en rajouter si jamais cela vous fait injustice. Vous avez une carrière de professionnel de l'éducation dans l'animation et la gestion sportive tout d'abord. Vous avez également une carrière de sportif, en particulier dans le domaine du handball. Vous avez été également Vous avez été entraîneur. Vous avez une carrière d'engagement associatif et fédératif dans le monde du sport et avez par exemple créé la Fédération des associations de Cernay. Et enfin, vous avez une carrière de politique. Vous avez été vice-président de la région Grand Est en charge des sports, puis vice-président de l'Agence nationale du sport, entre autres choses. Et puis, nous devions avoir Louis Deloy, qui est référent génération 2024 au rectorat de Strasbourg pour des raisons de réserve. Malheureusement, il ne peut pas être parmi nous et il vous prie de bien vouloir l'en excuser. Et puis, modérateur de cette session, je n'oublie pas Adrien Gâteau, qui est doctorant en STAPS, mention sciences sociales du sport à l'Université de Strasbourg, dans la maison qui nous accueille, et qui réalise actuellement une thèse en études sociologiques du parcours. Voilà pour ce tunnel de présentation. À présent, j'arrête de parler et je passe directement la parole à nos intervenants et à nos intervenantes sur le sujet tout d'abord de l'événementiel des Jeux olympiques et paralympiques et de la durabilité avec une question que je pose d'abord à Carmen. Comment est-ce que l'on définit la notion de durabilité et en quoi est-ce que cette durabilité interroge l'événementiel et en particulier les JOP? Ok, ça marche. Ok, merci pour la question. Si on revient à la notion originale de la durabilité, ça vient de la science de la forêt. Et normalement, on a pensé dans des étapes de temps de plus que 300 ans. On peut aussi revenir à la notion de durabilité comme telle qu'elle est définie par les Indiens, où ils disent que la terre et l'écosystème doivent être disponibles dans son bon état, même après 7 générations. Alors, on est peut-être aujourd'hui en Europe très loin de cette durabilité sur le long terme. On est plus réduit souvent à des mandats politiques de 4 ans. Ce que je vois aussi que la durabilité à l'origine est définie par les 3 piliers de l'environnement, l'économie et le socio-culturel. Mais pour le sport, souvent, on met beaucoup plus le poids sur les piliers non environnementaux parce que ils sont peut-être les plus difficiles à définir et à évaluer.
Alors, pour les géos, j'avoue, je suis spécialiste pour les géos d'hiver et je peux pas trop argumenter pour les géos de l'été, mais pour les géos d'hiver, c'est très problématique la définition de durabilité telle qu'elle est utilisée dans tous les rapports de sustainabilité par le IOC et également par les comités locaux dans les différents pays, parce qu'on a dans un sens ou l'autre, on essaye d'évader cette thématique avec les impacts environnementaux très très lourds, comme ils sont associés avec les sports d'hiver. Alors, par exemple, on a souvent le problème des conflits d'eau, la disponibilité d'eau, le pompage d'eau sur des milliers de mètres d'altitude loin. Aujourd'hui, même le pompage d'eau de la nappe phréatique, parce qu'on n'a plus assez. On a les destructions de forêts primaires, on pète dans les zones centrales des réserves naturelles. Ça, c'est le cas pour tous les géos d'hiver depuis 2014. Il inclut Cortina d'Ampezzo. Il y a l'érosion du sol. Il y a beaucoup de choses très graves qui impactent directement les acteurs locaux. Je suis en contact direct avec beaucoup d'acteurs locaux qui non seulement souffrent de tous ces impacts, mais qui sont aussi parfois désappropriés par force de leur terrain, parce qu'on souhaite toujours encore plus la superlative. Alors des pistes de ski nordique plus larges, des skis descente alpin plus longs, plus raides, et tout ça, c'est malheureusement parce que c'est en montagne, on est en conflit avec les zones centrales de réserve qui, en même temps, devraient être les plus protégées. Mais ce qu'on fait, et malheureusement, c'est pas uniquement le cas pour l'Asie, pour les Jeux asiatiques qui ont eu lieu les dernières années, mais aussi pour Cortina d'Ampezzo, on a sans cesse des dérogations pour pouvoir construire et entrer dans ces zones. Alors, comme on a évoqué dans la table ronde avant aussi, il y a une grande différence entre les géos été qui sont plus urbaines et les géos d'hiver qui ont une immense infrastructure derrière qui n'est pas toujours compréhensible pour le citoyen lambda, mais par contre les citoyens locaux ils sont très très impactés. Et au-delà de ça, on n'a plus vraiment d'endroits où on peut aujourd'hui encore construire en montagne. Alors à Cortina par exemple, on est complètement à la limite et c'est pourquoi on va maintenant dans les zones centrales. Mais ce qui est encore pire, ce que j'ai pu observer dans beaucoup d'endroits, qu'on construit même dans des zones à risque, les laves torrentielles, on construit des pistes sur des glissements de terrain actifs. Et comment est-ce qu'on peut évaluer tout ça dans les critères de durabilité? En tant que scientifique, on a beaucoup d'idées. C'est très clair. Une piste érodée, des ravines sur les pistes, le sol manquant, quantité d'eau qui n'est pas disponible. Tout ça, scientifiquement, on aurait beaucoup d'outils, des indices, des outils d'évaluation. Sauf que on évite tout ça dans les rapports de durabilité en se penchant uniquement sur le bilan CO2 et on dit voilà, on a maintenant réduit l'émission de CO2 et ça c'est l'environnement. Tout l'environnement est réduit uniquement sur les émissions de CO2 et pas du tout sur l'environnement. Ça veut dire qualité de l'air, de l'eau, du sol, de la nappe, etc. Alors ça, c'est un très très grand enjeu et je ne saurais pas comment résoudre, sauf si la voix de chercheurs et des spécialistes sera donnée dans ces types d'évaluation. Et ce que j'ai revu en regardant les rapports, par exemple pour Cortina d'Ampezzo, ce qu'on dit qu'on est vert parce qu'on aura, je pense Toyota qui est sponsor, on a des voitures électriques et on a des gobelets recyclables ou quelque chose comme ça, mais comme les citoyens disent dans les vallées, ça sert à quoi avoir des gobelets recyclables si nous n'avons plus nos prairies et plus assez d'eau ou d'eau contaminée. Alors, pour finir sur cette thématique, je pense pour la durabilité
durabilité, c'est quand même pour quelques jours de compétition. Souvent, c'est même parler de 2 semaines, quelques jours de compétition ont détruit une base de vie qui était là pendant des centaines des années, et souvent c'est irréversible en montagne. C'est vraiment irréversible. On peut plus aller en arrière. Alors, c'est vrai qu'on dit souvent que les Jeux olympiques d'été ont des enjeux d'aménagement urbain, les Jeux olympiques d'hiver ont des jeux d'aménagement régionaux, comme vous l'avez dit. Alors, à Strasbourg, je pense pas qu'on aura un jour les Jeux olympiques d'hiver. En revanche, on pourra très certainement avoir des compétitions internationales. Ça a déjà été le cas. Je me tourne vers vous, Ludovic Huck. Comment est-ce que, à la métropole de Strasbourg, qui est quand même l'une des métropoles avec les politiques de durabilité les plus ambitieuses dans notre pays, est-ce que l'on pense les relations entre sport et durabilité? Alors oui, on les pense, et notamment, enfin, les manifestations interrogent. Hein, ça a été dit juste avant. Une manifestation durable, c'est un oxymore. Ça va pas ensemble. Une manifestation, c'est éphémère, c'est impactant et c'est inutile. Donc, alors que la durabilité se veut vertueuse dans le temps, en réduisant au maximum l'impact sur l'environnement et les habitudes des habitants, et doit concerner les secteurs essentiels dans la vie des humains, ce qui n'est pas une manifestation ni les Jeux Olympiques. Néanmoins, c'est comme ça qu'on a essayé de le travailler, c'est de regarder à quoi sert une politique sportive. C'est comment est-ce qu'on la construit, quels sont les objectifs de ces politiques sportives. Philippe l'a dit tout à l'heure, on conçoit la politique sportive comme un vecteur éducatif, comme un vecteur de citoyenneté, comme un vecteur de solidarité, comme un vecteur de durabilité quand même, et comme un vecteur de performance en animation et en inspiration du territoire. Et du coup, le sport, même si ça fait depuis les années 60, 70 et bien avant que la partie sociale était bien intégrée par le mouvement sportif dans son apport à la société, les questions écologiques le sont beaucoup moins. On a énormément de retard sur ces questions-là. Les collectivités en sont conscientes, le mouvement sportif beaucoup moins, et les organisateurs de manifestations aussi. Alors on a une chance à Strasbourg, c'est d'avoir une manifestation un peu emblématique de ce point de vue-là, c'est les internationaux de tennis féminin qui, depuis au moins une quinzaine d'années maintenant, travaillent sur la réduction de l'impact de cette manifestation-là. Alors, sur la partie empreinte carbone, évidemment, hein, c'est depuis l'année dernière, là, c'est l'une des rares manifestations sportives à être entièrement compensée. Déjà, enfin, avoir réduit drastiquement ces émissions de CO2 dans le cadre de l'organisation, sur évidemment les déplacements, avec un cahier des charges fournisseur qui a été revu, sur un poste qu'on oublie souvent, c'est celui de l'alimentation, où la partie traiteur est 4 fois moins importante en termes d'émissions de CO2 qu'une manifestation classique, et in fine une compensation carbone des émissions résiduelles. Donc voilà, on a essayé de s'inspirer de cette expérience-là pour l'élargir à d'autres acteurs impactants. Par exemple, les internationaux de tennis ont signé une convention avec le Racing Club de Strasbourg pour un partage d'expérience sur ce qu'ils savent faire. Donc, internationaux de tennis pour la partie durable, le Racing c'est plutôt pour la partie entertainment et puis partenariat. Je vous ai apporté des plaquettes descriptives de cette politique sportive, parce qu'en fait, on a pris chacun des axes, on a pris chacun de nos secteurs d'intervention, les subventions, les actions en régie, les équipements et les manifestations, et on les a rebalayés à l'aune de ces axes-là, pour pouvoir intégrer l'ensemble des dimensions sociales et écologiques dans la manière dont on agit.
Merci. Effectivement, ces plaquettes sont en haut à droite de la salle et je vois qu'on va vous les distribuer sous peu. Alors, je me tourne cette fois-ci vers vous, Jean-Paul Omeyer, en tant qu'administrateur du Comité régional olympique et sportif du Grand Est, quels sont pour le monde de l'olympisme les définitions, les critères qui permettent de dire que une compétition est durable, une compétition n'est pas durable, et est-ce que vous avez des cahiers des charges précis et des documents de référence au sein du CIO, par exemple? Oui. Alors, de manière tout à fait claire, la durabilité, elle s'inscrit à la connexion des trois domaines évoqués, l'économique, l'environnemental et le social. Le poids du sport, et là je précise bien, on est sur les Jeux d'hiver parce qu'effectivement les Jeux d'été, les Jeux d'hiver ont un impact extrême sur le volet environnemental et pose la question, je le disais avant à mon collègue, si 2030 devait être rejeté d'une manière ou d'une autre, je pense qu'il n'y aura plus de Jeux olympiques d'hiver, de manière claire, même pas en Arabie Saoudite. Sauf en Asie. Peut-être, oui. peut-être. Mais par contre, il est évident que la durabilité, elle s'inscrit aussi, l'événementiel doit être là à un moment donné. Mais il doit permettre également la pratique tout au long de l'année pour tous les publics, avec de temps en temps une pointe d'événementiel, mais le reste du temps une capacité à servir les intérêts du sport en général, de la population en général, du citoyen. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, ce que moi j'ai essayé de faire tout au long de ma carrière, tant à Jeunesse et Sport qu'en tant qu'élu, en charge de ces problématiques d'investissement sportif. Et ce que je disais, de la réhabilitation de friches, un exemple à Reims par exemple, la friche Cernam, avant d'y installer le parc aquatique et l'aréna, on en a fait un lieu de mobilité douce, connecté à la ville et complètement requalifié. Et après, on est venu y installer des équipements sportifs qui avaient été conçus en fonction. Donc, on a fait évoluer d'une situation où, comme je le disais tout à l'heure, on se contentait dès qu'il y avait un trou de mettre un gymnase ou un stade, d'en faire une vraie politique d'aménagement urbain. Et ça fait partie dans cette durabilité. Moi, j'ai essayé de définir la durabilité sur 3 items. La durabilité matérielle, c'est les investissements. Et là, je crois que Monsieur Lopez pourra en parler bien mieux que moi sur l'impact au niveau de la Seine-Saint-Denis, mais pas que, sur la capacité à mobiliser des équipements dans la durée de l'événementiel et qui retourneront à leur vocation première tout de suite derrière. Et ce qu'on a dû construire, que ce soit à Paris ou en Seine-Saint-Denis ou à Lille, en termes de villages olympiques, par exemple, qui ont déjà une destination pour la suite, pour rebondir derrière. Donc ça m'apparaît extrêmement important. Et à partir de cette image, d'immerger ou d'abonder sur tous les projets d'investissement sportif qu'il peut y avoir dans le cadre d'une politique de la ville refaite. La durabilité immatérielle, parce que pour moi elle a aussi du sens, c'est quelque part l'image de la France. Je rappelle quand même que pendant cette période où on a su passer beaucoup d'obstacles technico-administratifs pour réussir la construction de tous les équipements, et pour la première fois ils seront livrés avant le début des Jeux, on a en même temps investi 1 milliard pour refaire Notre-Dame. On a donc donné une image au monde d'une compétence et d'un savoir-faire en utilisant d'ailleurs, par exemple, pour Notre-Dame, des méthodes de construction du Moyen-Âge pour refaire à l'identique ce qui avait brûlé. Et on a su faire ça dans le même temps, le même espace-temps. Et donc, en termes d'image, c'est extrêmement important. Comme on est à Pays de Gaulois, il y a encore 2 jours à la télé, il y avait du JO bashing, les mêmes après la réussite des Jeux, seront les premiers à dire « on l'avait dit, on l'a fait ». Donc ça, on y est. Et il y a la durabilité sociale et sociétale, qui pour moi a aussi du sens, et malheureusement, dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui en France, quel est encore le lieu où toutes les populations peuvent se retrouver,
quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur conviction religieuse, philosophique, politique, etc., à part le monde du sport. Et où on accepte même, si on n'est pas toujours d'accord, un arbitre, et de jouer avec le même maillot et la même couleur de maillot que les autres. Et ça aussi, c'est important. Et l'image et l'impact également des Jeux Olympiques, ça va être effectivement d'essayer de faire de la France un pays sportif. Alors, il y a eu grand débat sur l'annonce de Laura Flessel, 3 millions de licenciés ou 3 millions de pratiquants. Ça n'a jamais été tranché. Parce que les pratiquants, on les a largement dépassés, les 3 millions. Et cet impact est extrêmement important. Alors, comme on est très bon en France, on a fait des études brillantes entre l'université, AG2R La Mondiale et le MEDEF sur l'impact du sport dans l'entreprise et sur la vie du citoyen. Alors, moi, je préfère m'appuyer sur les études, non pas les études, mais les bilans de 10 ans de pratique en Scandinavie, en termes de durée de vie, en termes d'impact sur la sécurité sociale. C'est grosso modo 300 € d'économie par personne qui fait du sport par an pour la sécurité sociale. Je disais au rapporteur des budgets de l'Assemblée nationale, on va être tout simple, on prend la moitié de la France, à peu près 30 millions, on les met au sport, on multiplie par 300, on couvre le déficit de la sécurité sociale, le déficit des retraites, et on peut même encore mettre 1 milliard supplémentaire sur le budget du sport. Alors, vous citiez tout à l'heure les travaux de votre voisin, Clément Lopez. Vous êtes responsable effectivement de l'étude d'impact et d'évaluation des Jeux Olympiques et Paralympiques pour les Seine-Saint-Denis. Alors, quels sont les critères que vous regardez? Comment est-ce que vous produisez une étude d'impact? Je rappelle que le CIO avait demandé des OGI, donc impact Jeux Olympiques pour les Jeux de Londres 2012, qui avait été fait par la East London University, et le professeur Brimicombe, qui finalement a été annulé pour Tokyo en cours de route et remplacé par les Legacy Framework. Quelle est, vous, du coup, la méthodologie que vous utilisez pour cette étude d'impact-là? Merci Raphaël. Donc, je pense que ça peut être intéressant que je contextualise d'abord ma prise de poste, parce que vous allez voir que ça a un impact forcément sur la manière dont on mène ces études d'impact et sur les indicateurs que l'on regarde du côté du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Moi, j'ai été recruté il y a à peu près 1 an sur un poste de contractuel de 18 mois pour être chargé d'études, et à l'origine l'intitulé de mon poste c'était chargé de la mesure de l'impact des Jeux Olympiques et Paralympiques en Seine-Saint-Denis. Alors une fois que j'ai été recruté, une des premières choses que j'ai faites, c'est d'insister sur le fait que le mesurer cet impact, et notamment dans le temps imparti de 18 mois dans l'immédiat avant jeu, c'était tout simplement pas possible. Qu'il fallait s'appuyer, et là je me suis aussi basé forcément sur mon passé au sein de l'université, sur des compétences académiques, sur des travaux de long terme. Et donc voilà, il a fallu d'abord convaincre sur ces aspects. Alors après, comment est-ce que on a choisi de mettre en place une feuille de route pour étudier la durabilité ou non? Alors nous, on n'a pas forcément travaillé sur la notion de durabilité, mais finalement on revient quand même sur ces piliers qui sont ceux qui intéressent nos élus en fait. Qu'est-ce que le projet Jeux Olympiques va permettre en termes d'effets sur l'économie, sur le social? D'ailleurs, c'est dommage que Nathanaël soit parti. On a eu la demande de la part de la DIJOP, qui pilote 13 études d'impact au niveau national, de regarder ce qui allait se passer en termes de rattrapage économique et social de la Seine-Saint-Denis. Là encore, c'est un vaste concept, et il a été très difficile, justement, une fois qu'on s'intéresse réellement à cette question et aux méthodologies nécessaires pour disposer d'indicateurs qui puissent orienter les politiques publiques à l'avenir de ce point de vue-là, tout simplement de trouver le moyen de faire le lien entre ce que le projet JO peut changer sur les caractéristiques socio-économiques et sur l'écologie au niveau du territoire. Donc ce que l'on a fait tout simplement, c'est que l'on a défini une feuille de route en s'appuyant sur des partenariats avec le monde académique pour que, bien sûr, on va sortir des données de bilan chiffrées qui vont permettre
très pragmatiquement à nos élus d'avoir des éléments de langage sur ce qui a été réalisé, avec des orientations politiques tournées quand même vers la durabilité, ou en tout cas l'engagement à faire en sorte que l'événement soit le plus sobre possible, bien évidemment dans les limites de ce que le cahier des charges du CIO impose, et serve le plus possible à la population. Donc tout ça, ce sont les éléments de bilan qui m'appartient de recueillir, et qui va appartenir aux politiques de valoriser, ou en tout cas de mettre en discussion dans des débats sur l'après-jeu. Et ensuite, il y a la question des études d'impact, effectivement. Et les études d'impact, encore une fois, j'ai insisté sur le fait qu'on n'était pas sur de la mesure d'impact, mais qu'il fallait évaluer ou observer, analyser quels étaient les effets sociaux de l'événement, qu'est-ce que ça produit sur les dynamiques du territoire à partir des diagnostics qui existent. Et on travaille, par exemple, la plus grosse étude que l'on porte, c'est avec un consortium d'universitaires, dont Hugo qui est parti également, qui travaille sur la question des effets sociaux des Jeux Olympiques à partir d'un certain nombre d'indicateurs. On pourra en reparler tout à l'heure peut-être, pour justement chercher à mettre en lumière ce que l'événement produit sur le territoire, et encore une fois en essayant, dans la mesure du possible, de se décharger de toute valeur et de tout préjugé sur ce que l'événement va produire, en étant dans l'observation, dans le qualitatif, bien évidemment en l'agrégeant aux chiffres qui vont être communiqués par ailleurs sur les différents dispositifs et les différents publics mobilisés autour de l'événement. Alors, merci pour ces éléments de cadrage liminaire. Peut-être que le public a à présent un certain nombre de questions. N'hésitez pas à poser, à lever la main et à les poser. Est-ce que nous avons à ce stade des remarques, des commentaires, des questionnements? Sinon, on continue, et puis vous lèverez la main progressivement, et c'est la fin de journée. Et puis c'est vrai que à force d'être clair, on élimine les questions par anticipation. Disons que je reste avec vous, Clément. Je reste avec vous, Clément, pour parler justement des Jeux de Paris 2024. Où se trouve dans le projet de Paris 2024 la durabilité? À quel niveau est-ce qu'on peut la situer, et dans quelle mesure est-ce qu'on peut justement la calculer et en rendre compte? Alors, c'est une question que je trouve intéressante, parce que je me fais absolument pas le représentant de Paris 2024, mais en revanche, j'ai regardé, et puis on travaille aussi avec eux, comment justement est-ce qu'ils appréhendent cette question, sous le prisme de quels critères. Je trouve que déjà c'est intéressant en termes de vision. Alors certains diront que c'est instrumental, et on pourra d'ailleurs en discuter, mais que Paris 2024 a recruté une directrice d'un service qui s'appelle le service de l'excellence environnementale. Donc ça en dit long, en tout cas sur les intentions, ou en tout cas sur le récit autour de ce que Paris 2024 souhaite faire en termes de durabilité. Alors on parlait d'ailleurs au départ dans les éléments de langage de Paris 2024 de jeux durables, et puis petit à petit les contestations, ou en tout cas les contestations sur la méthode ou sur la sobriété arrivant, on a changé un petit peu les éléments de langage en cherchant plutôt à parler de jeux plus responsables. Et dans les objectifs qui sont annoncés, on parle moins de durabilité ou d'effets positifs sur l'environnement, le social et l'économique, que sur le fait qu'on fait mieux que ce qui a été fait avant, ou peut-être moins pire. En tout cas, il y a cette idée que de toute façon, on est dans un cadre contraint qui est celui de l'organisation d'un tel événement, et qu'on va essayer de montrer que on peut faire quelque chose. Alors, on n'est pas allé, je pense qu'on peut le regretter, sur la promotion d'un nouveau modèle qui remette en question une certaine vision de ce que doit être l'événement, mais plutôt l'idée qu'on va aller engager le plus de ressources humaines et intellectuelles pour faire entre guillemets mieux avec moins. C'est quelque part une vision relativement néolibérale de la question. Et donc, j'ai regardé un petit peu comment est-ce que Paris 2024 définit effectivement les critères de durabilité. Alors, ils travaillent essentiellement avec l'OCDE sur ces questions, qui est leur partenaire prioritaire, et ils ont identifié 7 piliers. Je les ai notés: des jeux iconiques, des jeux plus écologiques, des jeux engagés, des jeux paritaires, des jeux inclusifs, des jeux sobres, des jeux rassembleurs. Donc là, voilà, en fonction de ces différents intitulés, on se rend bien compte qu'il y a à la fois un effet slogan, et à la fois des objets qui peuvent être
plus ou moins bien évalué en fonction de quoi on parle, hein, tout simplement. Donc, je pense qu'il appartient déjà pour les chercheurs que l'on sollicite justement pour travailler sur ces questions-là, de distinguer ce qui relève de l'entreprise de communication et de ce qui relève de ce qui est objectivable, analysable et qui peut servir pour le futur la décision publique dans le cadre de l'organisation de grands événements sportifs. Et ça, c'est le travail du scientifique. Alors, je me tourne vers vous, Carmen, sur les Jeux Paris 2024, même si vous êtes spécialiste plutôt des Jeux d'hiver. On a essayé de rendre la scène baignable, donc il y a quand même effectivement des effets d'annonce, y compris sur des éléments environnementaux, mais est-ce qu'on n'est pas aussi sur des formes, comme l'a dit Clément, alors il l'a pas dit en ces termes, mais de greenwashing? Oui, alors la Seine, j'ai quand même un peu suivi cette problématique et on a vraiment investi beaucoup, qui est normalement une bonne chose pour améliorer la qualité en eau d'une rivière, sauf que on n'a peut-être pas pris l'approche un peu hydrologique ou logique de envisager tout le bassin versant et de un peu connaître le point de pollution, le point entrant qui, oui, on peut dire le mouton noir. On a plutôt essayé de gérer le problème plus localement en construisant des très grandes réservoirs pour stocker l'eau en cas de crue, sauf que on a maintenant vu qu'il n'y a pas seulement le problème de crues qui vont mélanger l'eau, la pluie et l'eau de route et tous les points, il y a des milliers, 10 milliers de points d'accordement direct entre la pluie et l'eau d'écoulement de surface et la Seine et on n'a pas vraiment pris en compte aussi les problématiques de étiage et sécheresse. On a vu que la qualité de l'eau est aussi pas très bonne pendant les étiages. Alors c'est peut-être un peu dommage d'avoir, comme c'est le cas très souvent, chercher des solutions techniques. On cherche toujours des solutions techniques, des grands réservoirs, mais ils sont peut-être jamais assez grandes s'il y a un événement très extrême. Plutôt de chercher des approches qui sont fondées sur la nature et qui sont plus dans l'amont du bassin versant. Alors, je pense pas qu'on a résolu le problème de qualité en eau et je suis un peu pessimiste si on va vraiment pouvoir nager l'année prochaine, si on a tellement des extrêmes. Mais une chose qui est peut-être plus primordiale, et j'ai pas vraiment réfléchi à ce point jusqu'à maintenant, mais c'est est-ce qu'on peut se vraiment permettre d'avoir des grands événements où tout le monde arrive en avion aujourd'hui, justement dans la ville où on a eu le COP 2015 pour réduire le bilan CO2, parce que nous et mes collègues à l'international, on a toujours demandé de pas vraiment plus faire des trajets pour les conférences scientifiques. Il y avait le temps où j'ai fait 10-20 conférences par an, j'étais en Chine, États-Unis, partout, et vraiment aussi avec mes propres enfants qui me pointent le doigt. Je fais tous les trajets en train, je fais plus même en Europe, j'ai essayé d'éviter tous les longs trajets en voiture. Et est-ce qu'on peut vraiment se permettre encore, c'est une question qui n'appartient pas uniquement à Paris, mais est-ce qu'on peut se permettre avec toute la gravité du problème de changement climatique de encore soutenir des événements qui vont faire un très grand pic en CO2 et pas seulement ça, c'est aussi pour les équipes, ils vont aussi être transportés en voiture. Je ne sais pas si toutes les voitures vont être électriques, mais ça c'est une autre question. Je me suis pas encore trop penchée sur les questions de sol et végétation et tout ça, mais j'imagine qu'il y aura peut-être certains endroits qui vont aussi un peu perdre de surface. Et leur qualité d'eau moins importante durant les périodes d'étiage, c'est-à-dire pendant les périodes d'été, et donc du coup pendant les Jeux d'été justement. Donc est-ce que c'est forcément une si bonne chose? La question reste ouverte. Alors on avait une question là du public. Alors oui, quand on voit la question de ces table ronde en fin d'après-midi, penser des JOP durables une urgente nécessité. Alors oui, on voit qu'il y a une urgente nécessité déjà pour le CEO sur la question de l'acceptabilité de la part de la population, plus enclin des problématiques environnementales et écologiques. Mais y a-t-il pas aussi une urgente nécessité de la part du CEO de trouver des solutions sur la tenue des compétitions qui vont devoir
être modifié rien que sur les modalités techniques et pratiques. Quand on sait par exemple que il est possible que le Tour de France, par exemple en 2050 ou même avant, se déroule soit en septembre, soit début des courses vers 18h30, 19h pour ce qui est de la chaleur. Est-ce que on pense déjà aux jeux d'hiver par rapport au taux d'enneigement qui est compliqué, mais aussi aux jeux d'été? Est-ce que c'est une problématique qui est pensée par le CIO en ce moment? Jean-Paul Aumeyer, peut-être que cette question est particulièrement... Alors, ce que je peux dire, sans être au niveau du CIO, ce que je peux dire, c'est que de plus en plus, les disciplines sportives ont mis en cahier des charges, entre guillemets, écologiques en place pour les compétitions. Quasiment toutes les équipes aujourd'hui se déplacent en train, ils se déplacent plus en bus ou en avion. Déjà, ça c'est une chose. La gestion des déchets sur les lieux de manifestation est de plus en plus accentuée. De même, au niveau de l'isolation des bâtiments, et là il y a un enjeu extrême parce que, entre guillemets, les volumes, les gymnases et tout, c'est des pompes à chaleur, quelque chose d'extraordinaire, quoi. Pour l'avoir fait, quand vous transformez un gymnase pour le faire passer presque en bâtiment passif, tout à fait faisable, et ça fait des économies considérables, notamment en termes de chauffage. Ce sont des surfaces non suffisamment investies pour du photovoltaïque, par exemple. C'est des immenses surfaces de toiture. Donc, il y a un certain nombre de choses qui se mettent en place, certainement pas assez vite. Parce que derrière, accessoirement, faut pas l'oublier, un gymnase de 40 sur 20 que vous voulez passer en passif, c'est tout de suite entre 2 et 3 millions minimum d'investissement. Et qu'aujourd'hui, la problématique des collectivités, c'est qu'elles n'ont plus quasiment de ressources. Donc c'est un vrai sujet. Après, dans le temps, on s'est allé. Les gymnases, on les construisait un à côté de l'autre. Il y a des réflexions de plus en plus, comme par exemple sur le Crèves de Strasbourg, de construire sur 2, voire 3 niveaux, où on fait automatiquement et obligatoirement des économies en termes de chauffage. Donc tout ça sont des problématiques qui ne sont pas absentes du monde de la pratique sportive, mais qui restent un vrai sujet. Il y a après un domaine qui est plus vers la nature, c'est l'utilisation des espaces naturels pour des pratiques sportives de loisirs ou de compétition. J'ai présidé pendant des années la convention du Massif des Vosges, où on avait des appels à projets sur des manifestations sportives acceptables au niveau environnemental. Et on annulait, on interdisait, entre guillemets, les autres. Il y a la requalification des sites, que ce soit par exemple la neige, le niveau de neige qui remonte. Aujourd'hui, les Vosges, faut arrêter de dire que on va baser toute l'économie sur le ski, quoi. Et qu'il y a des stations qui, il y a encore 10, 15 ans, pouvaient se permettre d'avoir des remontées. Aujourd'hui, elles ont plus de neige. Ou une fois tous les 7 ans quand tout va bien. Donc, il y a des friches qui existent qu'il faut requalifier. Donc, tout ça, le mouvement sportif en est pleinement convaincu, mais alors, c'est plus facile d'être convaincu quand on n'est pas à la manœuvre financière. Ça, il faut pas l'oublier non plus. Mais quand il y a des collectivités qui s'engagent là-dedans, le mouvement sportif est à leur côté. Alors, avant de passer la parole à Ludovic Huck, oui, Carmen, sur la saisonnalité et l'adaptation au changement climatique. Oui, parce que c'est un peu la question, n'est-ce pas, aussi avec la saisonnalité et la chaleur de l'été et tout ça. J'ai pas entendu parler que le CEO veut déplacer encore les dates des JO, mais je sais que c'est une très grande problématique pour les Jeux d'hiver. Alors, par exemple, j'étais encore en Savoie quand il y avait la candidature pour Annecy 2014 et après 2014, il y avait pas de la neige. Ça a été une catastrophe
catastrophe. On aurait dû transporter la neige par hélicoptère parce que quand il fait trop chaud, on peut pas enneiger. On peut seulement enneiger quand il fait -3, -5 degrés. Mais je sais qu'on a un peu mis en cause Sölden avec la Fédération internationale de ski a refusé de déplacer les dates parce qu'on dit commencer le ski en octobre parce que c'est le premier lieu dans les Alpes où on a les World Cup. C'est juste pas faisable, c'est beaucoup trop tôt. Mais pour le moment, c'est encore, on n'est pas encore assez d'accord. Et il faudra aussi vraiment prendre en compte l'économie et les coûts énergétiques. Je travaille beaucoup en moyenne montagne aussi en République tchèque et les forêts noires. Le Feldberg qui est sur 400 mètres d'altitude plus que les Vosges, sur 1400 est en faillite. Deuxième année que c'est en faillite. C'est pas pour rien, c'est parce que le coût pour transporter l'eau pour l'enneigement et tout le reste est juste trop élevé. Alors il faut toujours regarder les bilans. C'est pas. Même à Delboden a déjà eu des problèmes d'enneigement. Et au moment, parce que j'ai fait plusieurs auditions parlementaires à Berlin, dans le Bundestag, sur l'avenir du ski et changement climatique en Allemagne et dans les Alpes, j'ai prédit en septembre l'année dernière dans la commission de sport qu'on va avoir une grande enchaînement de fermetures des stations. On m'a pas pris très sérieux, mais très peu après, il y avait une après l'autre. Et au moment où j'obtiens chaque semaine une mail de mon réseau les plus anciennes stations proche de Zurich en Suisse, les grandes stations en Bavière. Il y a un après l'autre qui ferment et c'est toujours une combinaison de changement climatique et de coûts trop élevés. C'est l'économie. Alors, avant de prendre une question, je voulais vous poser, Ludovic Huck, une question qui était dans la continuité des échanges, en particulier sur Paris 2024. Alors, je sais bien qu'à Strasbourg, on n'organise pas de Jeux Olympiques, mais néanmoins, l'organisation d'un grand événement, parfois, est aussi l'occasion d'un effet levier sur l'amélioration des politiques environnementales, des politiques de durabilité, que ce soit dans les propositions du projet, dans l'obligation de l'évaluation et de rendre des comptes aux citoyens, mais également dans les critiques et les pressions que l'on peut recevoir du corps des citoyens et du grand public, qui permet comme ça d'accélérer des prises de décision politiques sur l'amélioration des politiques environnementales des métropoles. Alors qu'en est-il dans le Grand Strasbourg? Moi, je pense que du coup, l'événement peut pas être une fin en soi. C'est-à-dire qu'on parle les JO, l'héritage, ce qu'il va laisser. Nous, la partie manifestation, on préfère la concevoir comme un accélérateur de politique publique structurée sur la durée. C'est vraiment un point clé parce que on le voit bien. Si ce qui est fait pour l'événement et uniquement pour l'événement a vocation à ne plus durer après l'événement, si on intègre l'événement dans les leviers d'accélération de politiques publiques qui sont déjà pensés et avec une mise en œuvre effective, on arrive à avoir cette acceptabilité sociale, à avoir le réel effet de levier qui est attendu et à avoir la capacité à l'évaluer dans son contexte beaucoup plus général. Pour revenir à ce qui a été dit précédemment, oui, il y a une urgence vitale à ce que le mouvement sportif prenne conscience que c'est le mouvement sportif qui va être l'un des secteurs les plus rapidement et le plus fortement impactés par les évolutions climatiques. On a parlé du changement de date sur un certain nombre d'événements à cause de chaleur. On parle d'instabilité aussi météorologique qui va perturber les événements, mais dans la pratique au quotidien, ça va être la même chose. Les gymnases, alors beaucoup, Jean-Paul Lemierre le disait, ne sont pas encore traités de manière énergétique, que ce soit isolation, on pense souvent à ne pas laisser s'échapper la chaleur, mais tous ceux qui sont dans les gymnases savent qu'il fait aussi chaud l'été et très froid l'hiver. Donc ça va dans les deux sens. Comment est-ce que les écoliers vont pouvoir pratiquer l'EPS avec un monde à plus 2 ou plus que 4 degrés? Là, c'est des vraies questions, et pour ça, il faut que le mouvement sportif, il soit raisonnable, qu'il organise les compétitions. On parle souvent des grandes, mais les petites, avec une cohérence dans le calendrier et dans les déplacements lors des championnats,
Un petit exemple, la Fédération française de hockey sur glace fait commencer le championnat mi-septembre pour l'arrêter fin avril, début mai. Entre-temps, on fait une fermeture technique de la patinoire et du coup, ça nous oblige à remettre en glace, à descendre la dalle à moins 7 degrés fin juillet, début août. Ce n'est franchement pas raisonnable. On pourra, ce serait peut-être plus compliqué pour les piscines et la natation, mais j'ai l'intime conviction que l'activité sportive, c'est comme les fruits et légumes, c'est de saison. On peut... Après, le savoir nager, c'est plus compliqué. Il y a d'autres enjeux derrière, de sécurité, d'accès à d'autres pratiques nautiques ou autres. Mais oui, c'est un enjeu. Et pour la patinoire, voilà. On proposera, je pense, au prochain exécutif de se poser la question de sa pertinence tout court. Pour vous donner une idée, avec l'augmentation du prix de l'énergie, on a une facture énergétique de 80 000 € par mois. Est-ce que c'est soutenable? Une partie de la réponse est dans la question. On avait une question du... Oui, je vous en prie. Oui, c'est par rapport aux intervenants précédents, ce n'est pas une question, c'est plutôt une réflexion critique. Est-ce que la première mesure, justement, d'encourager la durabilité dans le cadre de l'organisation des JOP n'aurait pas été de rendre les transports parisiens, en l'occurrence, mais peut-être marseillais, j'en sais rien, gratuits? Tout du moins pour les personnes détentrices d'un billet. Moi, je pense qu'une politique pragmatique, ça commence par ça. Alors, j'en profite du coup pour prolonger la remarque et la question. Quid des enjeux sociaux dans la durabilité? Parce qu'on parle de l'environnement depuis tout à l'heure. Là, c'est aussi une mesure à la fois environnementale pour les transports publics, mais aussi sociale en particulier. Je rappelle que le projet extrêmement ambitieux au départ était de complètement transformer les transports en commun de Paris avec une couronne autour et puis des relations permettant d'aller partout. Mais c'est en milliards, quoi. C'est en milliards. Donc, on est revenu un peu en arrière. J'ai découvert, comme d'autres, que a priori, il est prévu de plutôt augmenter les tarifs du ticket de métro pendant les Jeux Olympiques plutôt que de les faire baisser. Après, la question sous-jacente des transports en commun tout au long de l'année à un tarif gratuit. Moi, je pose juste la question mathématique. Tout ce qui est gratuit, il y a quelqu'un qui paye, quoi. C'est un vrai sujet. Or, encore une fois, les collectivités, aujourd'hui, je ne vois pas très sincèrement comment les collectivités vont pouvoir mettre en place des systèmes de transport en commun tout gratuits. C'est certainement très bon pour la planète, je discute même pas. Mais comment pourront-ils faire sans augmenter la pression fiscale quand on voit en plus le niveau, pas de paupérisation, mais on s'en rapproche quand même d'une bonne partie de la population. Or, il va bien falloir à un moment, on est à grosso modo 52% des foyers français qui ne payent plus d'impôts. Parce qu'il n'y a pas les revenus et parce qu'il y a plein d'exonérations. Aucun problème. Mais en face, on demande de plus en plus de services, de plus en plus de prestations. À un moment, il y a un effet ciseau. Je ne sais pas comment on peut faire. Et alors, pour continuer sur cette dimension sociale, c'est vrai que quand on reboucle avec les transports, en même temps, on a l'expérimentation des premiers taxis volants qui sont un système non seulement aux impacts environnementaux assez catastrophiques, mais aussi au niveau social extrêmement élitiste et qui n'est pas une réponse crédible à l'engorgement. Je me tourne du coup vers vous, Clément. Comment est-ce que vous intégrez la dimension sociale dans vos études d'impact et quels sont les impacts sociaux attendus, en tout cas pour la plaine Saint-Denis, si ce n'est pour Paris dans son ensemble? Alors, comment on les intègre déjà ces questions sociales? Elles sont centrales pour déjà une raison prioritaire qui est que, et ça a déjà été dit, aujourd'hui les études d'impact économique ont démontré que les effets sur l'économie étaient très limités, et donc il y a un besoin par souci de légitimation de l'événement et une attente de la part du politique de regarder ce qui se passe et de démontrer, parce qu'il y a une croyance assez forte,
que l'événement a des effets sur la sociabilité, sur la citoyenneté, par les festivités, sur les relations interpersonnelles, etc. Bon, l'idée qui préside d'abord en termes de politique publique, c'est que cet effet il est pas naturel et qui dépend, et ça a été démontré par la recherche, de l'ensemble des dispositifs d'accompagnement de l'événement et des politiques publiques qui sont menées pour faire en sorte que l'événement ouvre une fenêtre, serve de levier pour mettre en place un certain nombre justement de projets, d'actions, de politiques publiques qui aient des effets sur des publics cibles tout simplement et donc sur le plan social. Alors comment on l'intègre dans une étude d'impact? Le social renvoie à énormément de dimensions. Nous, le choix que l'on a fait du côté de la Seine-Saint-Denis, tout simplement, c'est encore une fois de travailler avec l'université sur la base d'une expérience précédente, puisque il y a une collaboration qui avait été engagée sur la question des effets sociaux de l'Euro 2016 sur le territoire, où on avait collaboré, j'étais pas là à l'époque, mais avec une équipe de recherche qui, dans son étude, a circonscrit un périmètre des effets sociaux avec une approche d'abord par les projets, en essayant d'identifier justement qu'est-ce que l'événement génère en termes de foisonnement de projets et d'actions, et de quel type d'action est-ce qu'il s'agit, de quel type de public cible est-ce qu'il s'agit, qui participe, pour quels effets, et est-ce que ça répond tout simplement aux objectifs de politique publique et aux enjeux de réduction des inégalités, d'accès à la pratique, à un certain nombre de contenus scolaires, de mixité, de valorisation de la citoyenneté, etc. Donc nous, on travaille sur ces questions-là à partir évidemment d'un cadrage méthodologique qui a été conçu par ces chercheurs, mais en ayant conscience que les Jeux Olympiques, c'est un événement qui est singulier de par le nombre de disciplines, de par l'ampleur, l'envergure, les nombreux investissements qui sont engagés. Donc forcément, il y a des choses nouvelles qui vont être regardées, et les effets sociaux, c'est pas uniquement finalement les bénéfices sur la population, mais c'est également aussi, par exemple, la fonction caisse de résonance de l'événement, de par sa médiatisation sur un certain nombre de problématiques sociales qu'il y a sur le territoire. La question des sans-abri, la question des réfugiés, la question de la prostitution, etc. Finalement, les JO, c'est également une fenêtre pour faire valoir des revendications de la part d'un certain nombre d'acteurs associatifs. Donc c'est important pour une collectivité d'observer finalement tout ça. C'est pour ça qu'on parle de dynamique sociale et dans un second temps, après l'événement, potentiellement d'en tirer des conclusions sur comment est-ce que l'on met en œuvre les politiques publiques. Et une dernière réflexion sur ces effets sociaux qui, encore une fois, renvoient à tellement de choses. On a évoqué les équipements sportifs et le rattrapage urbain de la Seine-Saint-Denis, qui est un des piliers, une des justifications de l'engagement, c'est la possibilité de bénéficier de cofinancement pour avoir un plan d'investissement massif dans un certain nombre d'équipements sportifs, dans la requalification du village en logement, etc. Et la question déterminante pour l'impact social, c'est celle du devenir de ces équipements et de leur usage futur. Et là, ça pose en fait une myriade de nouvelles questions. Comment est-ce que quelle gestion pour les futurs équipements, quelle place pour les différents publics? Et en fait, c'est des enjeux classiques de politique publique locale. Quel type de tarification, quel public prioritaire dans l'exploitation. Sur le village, ça pose des questions de taux de logements sociaux et donc de risque de gentrification. Et tout ça, ce sont des choses qui se regardent sur le long terme. Donc encore une fois, le choix qui est fait du côté du conseil départemental, c'est plutôt de poser les bases, les bonnes questions, les indicateurs, identifier les personnes ressources pour mener des études à long terme, en espérant qu'encore une fois, les résultats progressivement produits puissent permettre d'orienter les politiques publiques. Alors, on reparlera peut-être des enjeux de gentrification un peu plus tard, mais okay. Sur cet aspect d'intégration, d'inclusivité que pourraient jouer les Jeux Olympiques, mais aussi le sport en règle générale, Jean-Paul Aumeyer, comment est-ce que l'on pourrait améliorer et se servir justement de cette vitrine que pourraient jouer les Jeux Olympiques et Paralympiques pour améliorer l'inclusivité sociale dans le sport? C'est à la fois un objectif et un vrai sujet. Rendre attractif le sport à travers les Jeux Olympiques veut dire pouvoir accueillir dans les clubs l'ensemble des jeunes ou des nouveaux adhérents. C'est un problème de place, de créneaux, de formation, d'encadrement. Donc le mouvement sportif s'est emparé de ce dont elle peut s'emparer, à savoir la formation, mettre en place des actions. Et le ministère a mis en place le passeport qui est une véritable réussite
et qui permet à tout un chacun d'accéder à un club et à une pratique sportive à des tarifs extrêmement réduits. Mais c'est la problématique majeure aujourd'hui. Alors vous avez les installations de plein air, plus facilement utilisables par de nombreux acteurs. Dès que vous venez sur un lieu réduit comme un gymnase, vous avez quoi? Vous avez 5, 6, 7 disciplines, c'est-à-dire 5, 6, 7, 10, 12 clubs qui se partagent des tranches horaires extrêmement réduites, grosso modo 17h, 22h. Et il faut empiler tout le monde là-dedans. Et en plus, pouvoir recevoir encore de nouveaux adhérents. Donc c'est un vrai sujet et je n'ose pas dire que faut lancer des nouveaux plans de construction d'équipements. Au Sénat l'autre jour, on en était plutôt à dire refaisons, rénovons déjà ce qui existe parce que beaucoup de ces équipements datent de avant 1980 et nécessitent de sérieuses rénovations, notamment de manière énergétique. Donc c'est un sujet qui est devant nous, qui fait peur, accessoirement. On en est parfaitement conscient, mais encore une fois, le mouvement sportif n'est pas le majeur dans la décision, quoi. C'est avant tout l'argent public et la collectivité. Donc des choix politiques, y compris aux échelons nationaux. Mais concernant Strasbourg Eurométropole, comment est-ce que l'Eurométropole de Strasbourg pense l'inclusivité à travers le sport et éventuellement qu'est-ce que l'on pourrait, quels enseignements on pourrait tirer pour les grands événements comme les Jeux Olympiques et éventuellement aider le CIO et les grandes organisations internationales, les grandes fédérations pour améliorer l'inclusivité et ce levier social de la durabilité. Alors, j'ai pas de prétention de donner des leçons au CIO en la matière, hein, mais voilà, enfin, c'est le volet sport solidaire dont il est question, hein, qui est un pan important de la politique sportive municipale avec plusieurs orientations. Jean-Paul Meyer l'a dit, l'État a un dispositif passeport pour lever le frein économique à l'accès au club. On avait mis en place nous aussi dès 2016 une bourse d'aide à la licence sportive, voilà, pour aider les personnes qui ont un QF inférieur à 720 à accéder à la pratique sportive. QF. Coefficient familial inférieur à 720 à adhérer à un club. C'était d'abord réservé aux habitants de QPV et puis la majorité de l'exécutif actuel l'a élargi à l'ensemble de la ville puisque les pauvres habitent un peu partout et pas que dans les quartiers prioritaires. Donc le frein économique, on a un frein psychologique important sur certaines catégories, hein, sur les QPV, on en parlait, sur certaines disciplines qui sont connotées masculines avec une difficulté d'accès des filles à ces disciplines-là, enfin, ou spontanément, même si c'est gratuit, le golf et l'équitation, bah, il y a toute une frange de la population qui ne s'inscrit pas parce que, disons de toute façon, c'est pas pour moi, alors que si. Donc voilà, on essaie de travailler le lien entre les clubs et les quartiers, hein, avec la mise en place d'une forme d'appel à projet ou de soutien aux initiatives qui est complémentaire au dispositif du contrat de ville. Sur certains dispositifs, on va chercher les publics cibles. C'est-à-dire que, par exemple, pour la partie certains publics, je pense par exemple aux réfugiés et aux migrants, voilà, qui ont on a à peu près 3000 personnes dans cette situation-là sur la ville de Strasbourg. On a développé un dispositif qui a été labellisé Impact 2024 sur le savoir bouger, le savoir rouler à vélo et le savoir nager pour les migrants. Donc pour l'instant, on le voit, c'est des dispositifs qui, pris isolément, ont pas forcément d'impact, mais si on les additionne et on les regroupe, ça commence à faire quelque chose. Une spécificité sur le public en situation de handicap. Public en situation de handicap, donc on a participé au dispositif club inclusif de la Fédération française paralympique, mais là où les
complications en termes d'équipement sont réelles pour le public valide. Il l'est encore plus pour les personnes en situation de handicap, là où les problématiques de créneaux et de capacité de stockage pour les publics valides, ça l'est encore plus pour les en situation de handicap. On a le décret de l'été dernier qui oblige chaque structure qui s'occupe de personnes en situation de handicap de nommer un référent sport. Mais une fois que c'est fait, ils savent pas quoi faire en fait ces référents sport. Donc ce qu'on essaie de voir, c'est comment créer un réseau, déjà l'identifier auprès des structures, et comment créer un réseau, comment amener ces publics vers la pratique sportive, sachant qu'il y a déjà en fait une pratique sportive qui souvent leur est proposée au sein de leur structure. La structuration du mouvement sportif lui-même n'est pas claire sur le sujet handi. Donc entre le handisport, le sport adapté, les sections handi au sein des clubs valides. Enfin voilà, il y a peut-être encore un travail à faire pour clarifier le qui fait quoi. Et puis le COJO lui-même brandit l'inclusivité des personnes en situation de handicap avec les Jeux paralympiques. Mais on voit bien qu'il y a un vrai problème. Vous avez sans doute vu la campagne de com « Il ne manque que vous », c'est-à-dire que les billets ne se vendent pas. Et vous le savez sans doute, le relais de la flamme paralympique commence le 25 août dans les grandes villes pour se regrouper sur Paris le 28. Mais là aussi, j'enlève ma casquette de fonctionnaire territorial et je vais vous donner mon avis personnel. C'est absolument scandaleux ce qui est proposé. C'est-à-dire que sur le relais de la flamme olympique, on a un cahier des charges de 64 pages, on a une application de la préfecture, la CEA qui met un ticket d'entrée à 180 000 euros. Nous, on en a eu pour 200 000 euros de logistique à Strasbourg avant-hier, 250 agents mobilisés, une couverture média relativement exceptionnelle. Pour le 25 août, le relais de la flamme paralympique, on a 3 pages de cahier de préconisation, aucune structure projet, et comme les forces de l'ordre seront au repos entre la fin des JO et le début des paras et puis la rentrée, la préfecture nous a expliqué que il y aurait aucun moyen disponible en termes de forces de l'ordre et qu'on était prié de faire 3 fois le tour de l'orangerie. Donc voilà, on parlait de décalage entre le discours et les actes. Pour qu'on ait des jeux durables, il faut aussi que le COJO soit exemplaire et fasse la preuve que ce qu'il dit se traduit dans les faits. Alors, oui, on a une question du public. C'est pas forcément une question, c'est plus une remarque. Sur les équipements sportifs, en tout cas, parce que moi je représente l'Eurométropole de Lille, on est en train, comme le conseil départemental de Seine-Saint-Denis, de faire une étude. Bon, nous on parle pas d'impact, on n'aime pas trop le terme, mais plus d'héritage social sur la métropole et sur les communes. Et ce qu'on a pu observer, en tout cas, c'est que pour chaque territoire, il y a des centres de préparation aux Jeux, donc des CPJ. Et des sites d'entraînement. Donc les sites d'entraînement, c'est pendant la période olympique. Les CPJ, c'est avant, donc ça peut être 1 an ou même 3 ans avant. Merci. Mieux comme ça. Et en fait, un des résultats qu'on a pu voir, c'est que les Jeux auraient pu être une occasion justement de rénover, comme vous disiez, de faire des travaux justement sur ces équipements-là. Et ça n'a pas forcément été le cas. En tout cas, ça a été le cas sur les équipements métropolitains. Comme le Krebs, comme les gros équipements, le Stadium, le Palais des Sports ou les sites, en tout cas où il y aura les entraînements, mais pendant la période des Jeux. Et sinon, les seules modifications, c'est justement des climatiseurs dans chaque, parce que du coup, ça répond aux normes du CE, donc c'est un peu dommageable. Et sur le point de la billetterie, il y a la billetterie Tous aux Jeux qui est mise en place et qui notamment avec un volet pour les jeunes défavorisés, les jeunes d'outre-mer, mais on voit qu'en fait COJO nous donne très peu de place. En tout cas, nous, à l'échelle de la MEL, on a 3000 places qui vont être données pour un territoire de 1,2 million d'habitants. Donc le ratio est pas forcément très élevé. Donc voilà, il y a aussi cette question-là, mais ça rejoint un peu aussi, on pouvait pas non plus,
tout mesurer comme impact sociaux. On a fait des choix, je pense que c'était pareil pour le conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Et la question c'est encore plus posée pour nous, parce qu'on a un territoire, on va dire, une base arrière de seconde zone, parce qu'on accueille certes des épreuves de hand et de basket, mais c'est pas du tout les mêmes problématiques qu'on peut trouver à Paris, au département de Seine-Saint-Denis. Donc voilà, c'était juste une remarque et veuillez m'excuser, mais j'ai un train donc je vais devoir y aller. Et merci en tout cas. Oui, merci pour votre remarque. Alors, avant de poser une question à Carmen, peut-être une réponse de Clément sur ces éléments. Oui, bah, il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense que déjà, ce qui est intéressant, c'est de se demander, bien sûr, ce qu'on évalue, ce qu'on regarde, ce qu'on analyse, mais aussi pourquoi en fait on l'évalue et on l'analyse. Tu peux t'évoquer le fait que vous travaillez sur l'héritage social, et je pense que l'enjeu c'est de pouvoir pérenniser ce qui est engagé de la même manière qu'on en parle en termes de politique publique, en termes d'études, c'est-à-dire que l'héritage social ou les effets sociaux, on ne peut les analyser qu'à long terme. Et il aurait même fallu commencer à les analyser plusieurs années avant l'événement, en fait, pour regarder justement quelle politique publique anticipe l'événement et quelle vision portent les élus sur différents territoires pour réellement faire de l'événement un levier, puisque ça, pour le coup, ça a été démontré, c'est-à-dire que il y a une attention médiatico-politique qui fait que les sujets sportifs arrivent à l'agenda. Ça a été dit tout à l'heure sur Strasbourg, ça éveille le politique aux questions sportives, mais la question c'est celle de l'après, et généralement, il y a fort à parier que là où l'héritage sera le plus visible, c'est là où il a été pensé en amont et où il s'inscrit dans une vision politique claire, avec des investissements et des choix politiques forts autour de l'investissement dans les questions sportives. Et quelque part, les Jeux doivent être à cet égard-là une étape, de mon point de vue. Alors, justement, sur les questions d'héritage, et n'hésitez pas, j'en profite pour inviter le public à ne pas hésiter à poser des questions. Il n'y a pas de retenue à avoir. Sur la question d'héritage, justement, Carmen, je me tourne vers vous pour vous demander, en tant que géographe, comment est-ce qu'on définit exactement l'héritage? Quelle est la différence avec la durabilité? Est-ce que les deux sont compatibles? Si oui, dans quelle mesure exactement? Alors ça, c'est une question un peu difficile parce que je suis pas spécialiste l'héritage, mais tant que j'ai vu cette définition par rapport au surtout géodivers, j'ai toujours aperçu cette terminologie comme quelque chose de très artificiel qui est un peu dans la direction de greenwashing. Pourquoi? Parce que l'héritage en termes de l'environnement est souvent défini en amont, et c'est impossible de définir un héritage en amont. Je donne l'exemple des labels ISO 1401, et normalement, ils doivent prendre en compte l'événement, le déroulement de l'événement soi-même, et c'est un label qu'on donne aussi pour les JO d'été. Comment peut-on réalistement donner cet label 3 ans ou plus, 3 à 5 ans en avance, sans qu'on a attendu l'événement soi-même? Ça, c'est un des exemples de greenwashing par rapport à l'héritage. Et puis, c'est aussi une façon d'éviter les critiques, d'éviter des critiques négatives sur un événement, parce que si c'est un héritage, c'est normalement vu comme quelque chose qui est très positif, mais en réalité, c'est un héritage très coûteux normalement pour l'environnement, mais aussi pour l'économie. Alors, je suis pas économiste, mais je suivis un peu les impacts des JO d'été précédents, et normalement, il y a des dettes après. J'ai pas vu de publications qui ont mis en avant que les Jeux d'été ont eu un impact économique positif, et ça c'est à vraiment prendre en compte. On a des décennies d'études, et c'est un peu triste si on voit ce qu'on doit faire face. Aujourd'hui, les sports ils deviennent plus coûteux. Alors ma collègue Madeleine Orr a écrit un nouveau livre en anglais, Warming Up,
ça veut dire réchauffement dans le double sens, réchauffement dans le sens du sport, mais aussi du changement climatique. Et comment, how climate change is impacting the sports world, comment le changement climatique impacte le monde de sport. Et tout ça, on a déjà discuté un peu, mais si on pense aux des grands événements comme le foot en Arabie Saoudite, comme vous le savez, probablement, c'était tout climatisé, à plein air, hein, il y avait la climatisation en bas. Ça va vraiment à l'inverse de tout ce qui est durable. Mais normalement, bien sûr, l'héritage, c'est quelque chose qui doit avoir une empreinte positive sur le long terme et qui est bien vu. Hein. Alors, ça va quand même en direction de la durabilité parce que c'est aussi vu comme quelque chose à long terme. Alors justement, cette question de l'héritage et la durabilité, Jean-Paul Aumeyer, au niveau du CIO, à l'origine, il n'y avait que la durabilité. C'était Michel Lemaître qui est Head of Sustainability. Et puis, il y a une dizaine d'années, ils ont créé un deuxième service qui est à présent dirigé par Tania Braga, Head of Legacy and Impact. Donc ça veut dire qu'ils ont distingué les deux. Comment est-ce que vous voyez l'articulation entre la durabilité et l'héritage? L'héritage, c'est ce que on laisse aux populations à venir et qui leur permettra d'en profiter. Alors, un exemple dans l'environnement, même si ça fait débat, c'est le jardin d'Aubervilliers, qui devait être une manifestation intégrée. Ça n'a pas pu se faire, donc il y aura juste le départ du marathon. Néanmoins, c'est une friche, voire une décharge polluée, qui a été complètement refaite, expurgée, et qui est devenue aujourd'hui une trame verte. Une trame verte et bleue, entre guillemets, qu'on laisse aux populations qui vont venir. Donc, accessoirement, d'une forme d'échec, si on peut dire, on fait une réussite. Quand on réfléchit sur l'aménagement d'une ville, de jointoyer l'ensemble des établissements scolaires et des équipements sportifs à travers justement une trame verte ou bleue qui permet des mobilités douces, qui permet aux gens, en plus de s'y rencontrer dans des conditions de sécurité, puisqu'il n'y a pas de voiture et rien comme ça participe de cet héritage. Et je pense que l'impact des Jeux Olympiques, c'est alors ça va peut-être pas durer chez tout le monde, mais c'est une prise de conscience de ces enjeux et d'une autre vision des choses quand on engage un projet. Et c'est pareil quand on est sur un massif vosgien, c'est encore plus le cas quand on est dans des zones rurales. Je rappelle quand même que sur les 34 900 communes à peu près qui restent aujourd'hui, près de 30 000 ont moins de 2 000 habitants, dont certaines ont moins de 10 habitants. Leur parler de projets de développement et tout, ils vous regardent avec un grand sourire et c'est tout ce qui leur reste. Mais néanmoins, une réflexion autour des sports de nature, du sport santé, de l'aménagement du territoire, peut aussi s'engager suite aux réflexions qu'on a menées. Parce que je veux dire, quand on a eu les Jeux Olympiques, on a dit on va faire les Jeux de tous les territoires. Donc il y a eu terre de jeu, mais à l'intérieur de terre de jeu, par exemple à la région où moi j'avais des responsabilités, on a fait un audit et un état des lieux, des besoins et des manques territoire par territoire. Il y a la métropole, il y a les zones QPV, il y a les zones rurales et il y a les gens éloignés. La région est atypique. En Alsace, personne n'habite à plus de 15 minutes d'une installation sportive à pied. Vous allez dans la Meuse, vous allez dans la Haute-Marne, c'est plutôt 1h30. Donc ça montre où est-ce que les politiques publiques doivent, dans le cadre, entre guillemets, de la durabilité, mais grâce à l'héritage, venir apporter une forme de réponse et une forme de service supplémentaire à la population. Oui, dans votre réponse, vous avez du coup bien pointé la différence entre les héritages matériels et les héritages immatériels, qui sont deux types d'héritages complètement différents mais complémentaires. Je me tourne vers vous sur
Non, pas de question. Je me tourne vers vous sur l'Eurométropole de Strasbourg. Quel serait pour le territoire du Grand Strasbourg l'héritage des Jeux de Paris 2024? Vous avez par exemple parlé tout à l'heure des Impact 2024. Donc ça veut dire que même, c'est un programme, même à Strasbourg, on a des effets qui peuvent être considérés comme faisant partie de la durabilité de l'événement dans son versant positif des JO, des Jeux de Paris sur Strasbourg. Quels seraient des effets à peu près équivalents sur le long terme en termes d'héritage? Je pense que les JO ont eu le mérite de remettre le sport et l'activité physique au premier plan. Je disais tout à l'heure que c'est une manifestation inutile, mais le sport et l'activité physique est fondamental pour les habitants. Le plus gros révélateur, ça a été la période Covid. C'était l'une des raisons pour lesquelles on pouvait déroger au confinement, sortir pour s'aérer et pratiquer une activité physique. Ça fait que ça reconnaît l'activité physique et le sport comme une activité essentielle pour les gens et au bien-être des personnes. Donc, c'est un peu dans cette continuité-là, c'est-à-dire que l'activité physique est en France, on va le dire comme ça, par rapport à d'autres activités du type plus intellectuel, est moins ancrée dans les politiques publiques, dans la vision des habitants, c'est beaucoup d'institutions qui portent ça, l'école, le PS et au primaire parfois sucré parce que la classe est difficile, parce qu'on est en retard en maths ou parce que il y a mieux à faire. Donc voilà, c'est remettre le sport et l'activité physique sur le devant de la scène comme quelque chose d'important pour les habitants, quelque chose d'important pour les politiques publiques puisque important pour les habitants, et comme un levier pour d'autres politiques publiques qui sont très importantes aux yeux de la collectivité. Je vais redire la partie développement durable, le sport doit y participer, la partie éducative, l'enfant comme priorité, le sport y participe pleinement, la solidarité, la confiance en soi, le sport y participe pleinement, la citoyenneté, promotion de la non-discrimination, égalité hommes-femmes, mixité, lutte contre les violences, le sport doit l'intégrer et y participer. Et c'est, je pense, le principal héritage politique pour la ville. Deuxième héritage, mais là qui concerne la métropole et les relations de la métropole et ses communes, c'est que Terre de Jeux a été l'occasion de poser la métropole comme fédératrice intercommunale. C'est-à-dire que, vous savez, un EPCI a ses compétences, les communes ont leurs compétences, principe de subsidiarité, chacun exerce ses compétences. Dans le sport, la compétence, elle est communale, sauf pour les grands équipements qui sont interco. Et ça vivote comme ça sans trop se parler. Là, la métropole, elle a saisi le label Terre de Jeux pour dire labellisez-vous, chères 33 communes, ce que les 33 communes ont fait. Donc la métropole et les 33 communes sont labellisées. Et ça nous a permis de venir en coordination des politiques communales, là où avant chaque commune ne regardait pas ce que faisait son voisin. Donc en termes d'animation sous couvert de Terre de Jeux, on a pu les recenser. On le fait aussi du coup avec les initiatives sur Octobre Rose où on les recense et les communes voient bien l'intérêt. C'est-à-dire qu'on vient pas leur dire ce qu'elles doivent faire, mais on vient mettre en cohérence et mettre en valeur ce qu'elles font ou ce qu'elles souhaitent faire. La prochaine étape, ça va être de le faire sur les équipements sportifs, sur les clubs, sur les politiques de subventionnement, sur les politiques tarifaires, et c'est quelque chose qui a pu être lancé par le label Terre de Jeux. Alors, je note les deux éléments peut-être, et on va certainement finir cette table ronde sur
ces éléments-là. D'une part, les questions de santé que vous soulevez et qui sont effectivement, d'après l'OMS, non pas seulement un état de bien-être physiologique, mais un état de bien-être complet, y compris environnementalement parlant, socialement parlant, psychologiquement parlant, tout un système de caractéristiques qui fait que la santé n'est pas juste un élément physique, c'est un construit social multifactoriel. Et puis, comme vous les avez cités, les objectifs de développement durable qui sont extrêmement vastes de l'ONU, des Nations Unies. Et donc là, pour terminer cette table ronde, je me tourne vers vous, Carmen. Est-ce que, par hasard, ces grands événements comme les JOP et les compétitions internationales ne seraient pas l'occasion aussi de faire atterrir dans les territoires les objectifs de développement durable des Nations Unies, ou est-ce que ces grands événements et les objectifs de développement durable des Nations Unies qu'ils portent et auxquels ils répondent ne sont définitivement que des éléments de greenwashing? Alors, je dois être plutôt négatif et je reviens toujours sur les JO d'hiver parce que j'ai suivi ça maintenant depuis une quinzaine d'années et il y a vraiment une dégradation et détérioration très grave de l'environnement par rapport à ces types de JO. Et comme je dis, j'ai pas vraiment pu me concentrer sur Paris, mais c'est même pire que ça parce que le CIO pour les JO d'hiver a des stratégies de durabilité, par exemple de réutiliser les structures existantes ou de respecter les réserves naturelles. Mais si on regarde de près, il y a toute une séquence de JO qui sont allés à l'encontre de ses propres directives un peu. Hein. Alors, c'est pourquoi dans ma publication aussi, je parle plutôt de greenwashing. Et je partage aussi un peu ce que me disent mes collègues géographes à l'université de Lausanne par rapport aux JO d'hiver. Les JO les plus durables sont ceux qui n'ont pas lieu. Je vous propose du coup de terminer cette table ronde sur ces éléments-là. Je vous remercie, un peu écrasé de chaleur et de moiteur dans cette salle où il n'y a strictement aucune aération, d'être resté aussi longtemps. Je remercie les intervenants et intervenantes, Carmen Dejon, Ludovic Huck, Clément Lopez et Jean-Paul Omeyer. Je remercie également Adrien Gâteau de la modération du public en ligne qui était inexistant. Et je laisse conclure ce colloque par Michel Cobel. Merci à vous. Je crois que les micros fonctionnent ici. Donc, je vais avoir pitié de votre, ras-le-bol de cette chaleur torride qui règne dans cette salle. On en est désolé. Il n'y a pas de possibilité de clim ici, mais certains diraient que la climatisation n'est pas quelque chose qui va dans le sens de la durabilité non plus. Hein. Donc, on a supporté aussi ces conditions, et je voudrais juste remercier l'ensemble des intervenants, des animateurs, de ceux qui étaient en ligne, ceux qui étaient sur place, et de tout le public et des questions qui ont, tout au long de ces 2 jours, ont vraiment animé ce colloque, l'ont rendu plus intéressant parce que sans vos questions, il n'aurait pas été aussi loin dans sa profondeur. Voilà, je vous remercie.